Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Personne ne sort, ordre donné à l'ensemble de la population de la Réunion. Interdiction formelle valable 36 heures, y compris pour les pompiers et les gendarmes. L'île touchée par le cyclone Bellal, intensité maximale. On retrouve en direct Charles L'Huillier, le correspondant d'Europe 1 sur place. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Charles, comment se présente la situation à l'heure où nous nous parlons ? Oui, des cocotiers qui penchent, les toits des maisons en tôle qui pour l'instant résistent mais qui bougent sous le poids du vent. Ça fait 10 ans que je vis à La Réunion et je n'ai pour tout vous dire jamais vu ça. Je me suis entretenu il y a quelques instants avec un agriculteur. Ces salades ont été arrachées, toutes ces récoltes ont été détruites. Même difficulté dans les habitations chez Edith. Elle ne peut qu'observer impuissante à sa fenêtre les rafales plier les arbres de son jardin. J'ai jamais vu ça. J'ai le papayer qui est tombé. J'ai le manguier qui est tombé. J'ai un peu peur. Je crois qu'il y aura beaucoup de dégâts. Pour me protéger, moi et mes enfants, on est dans la maison. On regarde pour l'instant par les baies vitrées, mais je pense qu'on va pas tarder à les fermer. Donc on regarde, on va dire encore 10 minutes et après on ferme tout. Ce calfeutré, le maître mot ici pour les 873 000 Réunionnais. 3 500 foyers sont toujours privés d'électricité. 7 000 n'ont plus de téléphone. Des chiffres qui malheureusement sont provisoires car l'œil du cyclone ne devrait quitter l'île qu'en fin de matinée. Charles L'Huillier en direct de La Réunion pour Europe 1. Les vents que vous entendiez en direct avec Charles sont attendus à près de 250 km/h. Voilà, et on va faire le point tout au long de cette matinale sur ce cyclone Bellal qui frappe donc l'île de La Réunion. Information en temps réel grâce au correspondant d'Europe 1 sur place. 7h03, la feuille de route du Premier ministre est presque prête. Gabriel Attal a un plan pour ses 100 premiers jours à Matignon. Et au départ, il s'agit d'une note de travail demandée par le chef de l'État au cas où le ministre de l'Éducation entrerait à Matignon. C'est chose faite depuis. La note s'est transformée en feuille de route. Gabriel Attal a défini ses 3 priorités, Jacques Serret. Oui, à commencer par le travail. À l'image d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2022, Gabriel Attal en a fait, selon cette note, une valeur cardinale de son projet. Au-delà de la lutte contre le chômage, il y voit là la clé pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Deuxième priorité du désormais ex-ministre de l'Éducation, la politique pénale des mineurs. Face à la forte hausse des chiffres de la délinquance, Gabriel Attal veut des réponses fermes et adaptées. Il est conscient de la surreprésentation des mineurs étrangers, assure l'un de ses proches. Enfin, troisième et dernière priorité, la simplification administrative. Gabriel Attal veut s'inscrire dans les pas de Georges Pompidou. Arrêtez d'emmerder les Français, déclarait son illustre prédécesseur à Matignon. Pour Gabriel Attal, désormais, les décisions du gouvernement doivent être guidées par, je cite, 2 marqueurs, la France des classes moyennes et la France qui doute. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Cette feuille de route sera sans doute largement détaillée demain à l'occasion, pas demain, à l'occasion du discours de politique générale du Premier ministre. Ce sera devant le Parlement. Et non pas demain, mais a priori la semaine prochaine, Dimitri, mardi ou jeudi, peut-être Gabriel Attal sous pression de la gauche, qui le menace d'une motion de censure s'il ne réclame pas le vote de confiance. À droite, on ne digère toujours pas le débauchage de Rachida Dati. Si vote de confiance il y a, nous ne la voterons pas, prévient le président des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marleix. Et en attendant, c'est au chef de l'État de prendre l'initiative. Opération remobilisation ce soir à l'Élysée. Parlementaires, actuels et anciens ministres convoqués par Emmanuel Macron avant une prise de parole publique du chef de l'État demain soir à 20h15. Le format, une conférence de presse télévisée. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Les violences quotidiennes ne s'exercent pas seulement dans la rue, on en recense de plus en plus à l'hôpital. Exemple ce matin sur Europe 1 au CHU de Nancy, où l'on bat un triste record. Insultes, menaces, crachats, voire agressions physiques contre le personnel. Plus de 300 signalements l'an dernier. Le problème touche tous les hôpitaux, pas seulement Nancy, d'où le lancement d'une campagne gouvernementale pour dénoncer les violences dont sont victimes les professionnels de santé. Mathilde Deslois est infirmière au CHU de Nancy. Elle témoigne de ce climat très dégradé et oppressant. C'est malheureusement quotidien, les insultes. Pour ce qui est d'une agression physique, j'ai subi une agression physique en 2016. Un patient qui était mécontent de sa prise en charge et qui a été très agressif. Moi, j'ai pris un coup de pied, j'ai été projetée plusieurs mètres plus loin et j'ai dû quitter mon service cette nuit-là. Il y a eu un arrêt de travail de quelques jours et psychologiquement, cette
cette agression, elle n'est pas passée. Il a déjà fallu comprendre en tant que soignant que je pouvais être victime, que la blouse ne me protégeait pas de tout, parce que je pensais un peu naïvement que la blouse me donnait un peu des pouvoirs de super-héros. Peut-être qu'il y a eu pendant des années aussi dans la tête des soignants, on a cru que c'était logique et normal, alors qu'en fait, c'est pas entendable et c'est pas tolérable d'agresser un soignant. Malheureusement, on le voit au niveau de la société. Il y a une recrudescence de la violence et l'hôpital étant le reflet de la société, cette violence, elle est rentrée dans le milieu hospitalier. Mathilde, infirmière au CHU de Nancy, témoignage recueilli par la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin. Au Proche-Orient maintenant, le cap des 100 jours vient d'être franchi dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Toujours aussi peu d'espoir d'obtenir la libération des otages. 136 restent aux mains des terroristes. Beaucoup ont peut-être été tués ces derniers jours, avertit le porte-parole du Hamas qui pointe la responsabilité d'Israël. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Israël est plus que jamais sous la pression de son opinion publique. En coulisses, sous l'égide du Qatar, les négociations continuent. Mais le seul résultat tangible des dernières semaines, c'est l'envoi annoncé de médicaments aux otages. C'était une demande des familles. Elles ne s'en réjouissent pas encore. Elles attendent, disent-elles, de voir la preuve que leurs proches reçoivent effectivement des soins. Certains des otages ont des problèmes de santé, d'autres sont grièvement blessés. Le temps presse, rappellent inlassablement leurs proches, inquiets aussi par les combats qui continuent de faire rage à Gaza. Les familles exigent du gouvernement israélien la conclusion immédiate d'un accord de libération. Ce n'est pas leur priorité. Si ça l'était vraiment, ils auraient pu prendre toute une série d'initiatives. Ils ne le font pas. Ce qui est important pour eux, c'est la guerre contre le Hamas. 3 mois et demi ont passé. Ramenez les otages. Sroulik est le fils d'Amiram Cooper, un otage de 85 ans. Les autorités israéliennes estiment que 136 personnes sont toujours détenues par le Hamas à Gaza. Certaines sont décédées, mais elles figureront dans cette liste tant que leurs corps ne sont pas restitués. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Et puis à Dunkerque, ArcelorMittal s'apprête à faire un grand pas en avant vers la décarbonation de ses hauts fourneaux. Remplacer le charbon par l'électricité pour produire de l'acier, telle est la promesse du géant de la sidérurgie. Les ministres Bruno Le Maire et Christophe Béchu sont attendus sur place dans la journée pour sceller l'accord. Montant de l'investissement près de 2 milliards d'euros, dont 850 millions d'aides de l'État. Ce changement de mode de production devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de près de 6%. Aurélien Fleureau. 4 400 000 tonnes en moins chaque année. Ce niveau de réduction de CO2 devrait être effectif à partir de 2027 et la mise en service de fours électriques pour remplacer un haut fourneau qui tourne au charbon. ArcelorMittal s'était déjà engagé à investir 1,7 milliard d'euros fin 2022 pour décarboner 2 sites en France, Dunkerque et Fos-sur-Mer. C'est aujourd'hui le même projet qui sera officialisé, mais un projet revu à la hausse puisque la somme annoncée ne concerne que le site du Nord. Bruno Le Maire s'est félicité hier que le groupe de Lakshmi Mittal ait fait le choix de Dunkerque plutôt que celui de l'Allemagne, de la Belgique ou de l'Espagne. Un choix logique, fait savoir le leader de la production d'acier en France, pour parvenir à son objectif de réduire de 35% leurs émissions de CO2 en Europe en 2030. Les travaux vont rapidement commencer à Dunkerque. L'équipe décarbonation est déjà constituée et des formations sont programmées pour les salariés qui vont passer du charbon à l'électrique. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Tiens, puis un mot de sport, l'Open d'Australie de tennis, qualification pour le 2e tour du Français Hugo Gaston et de Varvara Gracheva côté française, élimination en revanche de Benjamin Bonzi et Constant Lestienne. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe.